juridiquement avéré, voyez. D'ailleurs, hier, à cette conférence de presse, de quoi la présence d'Assa Traoré était-elle le symbole, selon vous? Elle est venue accompagner plus largement, il y avait des élus de gauche, il y avait des élus socialistes, écologistes et insoumis, la famille et l'oncle, en l'occurrence, d'Aboubacar. La présence de Mme Traoré est pour moi le signe de cette récupération, de cette instrumentalisation à des fins politiciennes. Vous vous rendez compte, on a un mort, Aboubacar Cissé, il priait son Dieu dans une mosquée le jour de la grande prière. Il se fait assassiner de la façon la plus barbare, avec des dizaines de coups de couteau. Vous vous rendez compte de cette douleur et ces gens-là qui instrumentalisent? Et c'est moi qu'on accuse? Franchement, je suis absolument indigné. Honte à ces gens-là. Honte à ces gens-là. Je l'ai dit en face, à l'Assemblée nationale, ce que j'en pensais. Et croyez-moi, jamais ils me feront taire. Ils cherchent à m'intimider. Cette conférence de presse, à quelques heures des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, n'avait... Mais quelle indignation dans sa voix! Retailleau est littéralement révolté par cette instrumentalisation politique d'un drame humain. C'est frappant comment il dénonce cette hypocrisie de LFI, utiliser la mort d'un homme pour faire un coup politique. Franchement, ça me met mal à l'aise cette façon dont certains politiques transforment des tragédies en opportunités médiatiques. La présence d'Assa Traoré à cette conférence de presse, c'est clairement le symbole d'une récupération politique calculée. On ne peut pas jouer avec la douleur des gens comme ça. Regardons la suite. D'autres objets aussi, de m'attaquer à nouveau, de m'agresser. Et je tiendrai debout. Parce que derrière moi, il y a des Français. Ils sont nombreux. Voilà. On entend votre colère et aussi votre détermination. On va continuer à l'interroger, Bruno Retailleau. Il y a eu aussi une minute de silence hier à la mémoire de la victime. La présidente de l'Assemblée nationale en a décidé ainsi après une polémique et des pressions, là encore. Et pour toutes les autres victimes, est-ce qu'il va y avoir une minute de silence? Et d'ailleurs... La colère est palpable. Honte à ces gens-là répété 2 fois, c'est rare de voir un ministre aussi émotionnellement investi. Ce qui me frappe, c'est cette ligne qu'il trace entre l'indignation sincère et la manipulation politique. En tant que Français, j'en ai marre de ces jeux politiques sur des sujets aussi graves que la mort d'un homme dans une mosquée. Quand il dit « jamais ils me feront taire », on sent qu'il y a quelque chose de personnel, comme s'il défendait non seulement sa position politique, mais aussi une certaine éthique dans le débat public. Cette fracture est symptomatique de notre climat politique actuel. Continuons avec le prochain extrait. C'est le risque. C'est tout le risque. Moi, je me bats contre cette menace-là. Je me bats politiquement. Je me bats politiquement parce que je vois bien qu'aujourd'hui, en France, un parti qui dispose d'un groupe important à l'Assemblée nationale, ce sont les Insoumis, ont un autre objectif. Ils ne veulent pas l'unité française, l'unité nationale. Ils veulent fracturer la société française. Ils veulent hystériser, violenter le débat public. Ils veulent faire du communautarisme pour essayer de draguer le vote musulman. C'est troublant de l'entendre parler de cette société archipélisée. Le constat est dur, mais il y a une part de vérité. On vit dans une France où certains politiques, comme il le dit, veulent hystériser et violenter le débat public. Il met le doigt sur quelque chose de profond. Cette tentation du communautarisme comme stratégie électorale. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout son discours, mais je reconnais que cette quête d'unité qu'il évoque, c'est quelque chose qui manque cruellement dans notre paysage politique. Quand il dit « on est français parce qu'on aime la France », ça résonne différemment selon d'où on vient, mais l'intention derrière est importante. Voyons ce qu'il dit ensuite. Avec les principes et les valeurs de la République. C'est justement en tapant les islamistes. L'islamisme, c'est une idéologie qui essaie d'instrumentaliser une religion. Donc, il y a une défiguration de la foi. C'est ce que je dis. L'islamisme, c'est une idéologie. En réalité, il faut taper l'islamisme pour pouvoir protéger nos compatriotes musulmans. Et moi, je leur dis que je me bats parce que le principe de la laïcité, je suis ministre des cultes pour qu'ils puissent, évidemment, croire. Ça, c'est la liberté de conscience, mais en même temps, avoir la liberté de pratiquer leur foi. Je trouve que Retailleau tente de faire une distinction claire, même si c'est toujours délicat. Quand il dit que l'islamisme est une idéologie qui essaie d'instrumentaliser une religion, il touche à quelque chose d'important. En tant que Français, j'observe souvent comment ces débats sont simplifiés à l'extrême dans les médias. Ce qu'il dit sur la laïcité comme protection pour tous les croyants, y compris les musulmans, c'est une lecture intéressante. Même si dans la pratique, la réalité est plus complexe pour beaucoup de Français musulmans, qui se sentent souvent stigmatisés. Ce chemin de crête dont parle le journaliste est vraiment la question centrale. Passons à la suite. Il faut protéger des agents pénitentiaires et il faut surveiller les écoles. C'est terrible. C'est une hyperviolence, et une hyperviolence qui touche de plus en plus des très jeunes. En 2024, j'étais effrayé quand j'ai reçu ces chiffres, cette statistique. On a
plus de 135% d'augmentation des tentatives d'homicide pour les 16-17 ans. Il y en avait 126 il y a quelques années et il y en a aujourd'hui quasiment 300 en 2024. Qu'est-ce que ça signifie d'une société qui a déconstruit ses cadres? Les chiffres qu'il donne sur l'augmentation des tentatives d'homicide chez les jeunes de 16-17 ans, 330%. C'est effarant. Il fait le lien avec la déconstruction des cadres, qui me semble à la fois pertinent et simpliste. Je crois qu'il y a des racines plus profondes à cette violence, notamment des facteurs socio-économiques qu'il n'évoque pas. Mais ce qui est frappant, c'est cette image d'une société qui doit protéger ses sanctuaires, l'école, les lieux de culte, qui sont devenus des lieux d'ensauvagement. C'est un constat qui dépasse les clivages politiques. Allons voir la suite. Je crains qu'il y ait des arrière-pensées électoralistes derrière les larmes de M. Mélenchon. Simplement qu'il y ait une crainte aujourd'hui d'un certain nombre de nos compatriotes musulmans, je peux l'entendre. Je peux l'entendre parce que les actes anti-religieux sont bien présents. 173 actes anti-musulmans en 2024, 1500 et quelques actes antisémites, 700 actes anti-chrétiens. Donc on est dans une société qui est totalement ensauvagée. C'est fascinant ce moment où il nuance son discours sur les craintes des musulmans en France. Son ton change, devient presque empathique quand il dit « je peux l'entendre ». Les chiffres qu'il donne sont parlants. 103 actes anti-musulmans, 500 actes antisémites, 700 actes anti-chrétiens. Ça dessine le portrait d'une société travaillée par les tensions. Ce qui me frappe, c'est comment il essaie de relier des drames sans les hiérarchiser, le meurtre d'Aboubacar Cissé et celui de la jeune fille à Nantes. En même temps, on sent qu'il marche sur des œufs, conscient que chaque mot peut être interprété différemment selon l'appartenance politique. C'est le paradoxe français, on veut l'unité, mais on est toujours dans la nuance. Continuons. On a tous oublié les grandes leçons de l'olympisme. On a tous communié dans un même élan. Vous voyez, c'était il y a quelques mois. C'était une formidable réussite planétaire. Or, la charte de l'olympisme, article 50, proscrit les signes ostentatoires. Parce que le sport, c'est plus que le sport. Parce que le sport, c'est un cadre commun. Là encore, une sorte de petite république qu'il faut préserver et où les signes ostentatoires, notamment politiques et religieux, n'ont pas leur place. Il y a aujourd'hui des frères musulmans. Il y a une volonté subversive de ces islamistes, précisément d'utiliser la religion et d'utiliser le voile comme un étendard de valeurs anti-républicaines. Ce que vous dites dans ce manifeste, je le montre à nos téléspectateurs et je le dis à nos auditeurs d'Europe 1, intitulé « Ne rien céder, manifeste contre l'islamisme », publié aujourd'hui même aux éditions de l'Observatoire. Et ce livre, Bruno Retailleau va rejoindre... Ce n'est pas un livre, hein, c'est plutôt un manifeste, un discours qui est tiré effectivement d'une conférence que j'ai donnée à la Chambre des Lords. Son positionnement sur le voile est clairement clivant. Quand il dit que le voile est le marqueur plutôt de la soumission, je sais que beaucoup de Français musulmans, surtout des femmes, se sentiraient profondément blessés par cette caractérisation. C'est typique d'un certain discours politique qui parle sur plutôt qu'avec les personnes concernées. Par contre, son rappel de l'article 50 de la Charte olympique est intéressant. Cette idée que le sport devrait être un espace commun, une petite république. Je ne suis pas sûr que la comparaison tienne complètement, mais on voit qu'il essaie de construire une cohérence intellectuelle dans sa position. Voyons la suite de l'entretien. Je viens de l'expliquer. La République, la France, ça n'est pas le communautarisme. Quand, par exemple, un de leurs membres qui, dimanche soir, à la manifestation, voulait en appeler à des milices privées, insulte la justice, collaborateur parlementaire de LFI. Vous avez saisi la justice? J'ai saisi la justice. Cet individu qui est donc attaché parlementaire d'une députée LFI, aujourd'hui il est convoqué par la police, puisque il y a quelques jours le préfet de police a fait un signalement à l'autorité judiciaire, puisque pour ne pas le nommer, il s'appelle Monsieur Rich Thibault, avait indiqué avec des propos publics. Sa dénonciation de LFI est vraiment frontale. Ce qu'ils racontent sur leur tentative d'importation du conflit israélo-palestinien dans les banlieues françaises après le 7 octobre est un sujet ultra sensible. J'ai l'impression qu'il y a un vrai décalage entre cette vision d'une LFI qui chercherait à fracturer la société française et la façon dont beaucoup de jeunes Français, notamment dans les quartiers populaires, perçoivent ce parti comme le seul qui parle vraiment de leur réalité. C'est intéressant aussi qu'il mentionne l'affaire de l'attaché parlementaire LFI, c'est vraiment une bataille sur tous les fronts. Notre débat politique ressemble parfois à une guerre de tranchées sans fin.
Continuons. D'isolation, il le faut. D'ailleurs, une parenthèse sur le fait que les détenus payent leurs frais d'incarcération. En quoi c'est pas de la communication, même si, évidemment, présenté ainsi, c'est du bon sens pour beaucoup de Français. J'applaudis à demain, voilà. Bien. Bon. J'applaudis à demain et je dis, Gérald, ne te décourage pas. Il doit vous dire la même chose. Ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice sont main dans la main. Malgré cela, malgré ces avancées... C'est important parce que ça n'a pas toujours été le cas. N'est-ce pas? Malgré cela et malgré ces avancées, hier, à votre place, Jordan Bardella ne trouvait aucune grâce à ce que vous faites. Il a même parlé des heures sombres avec vous de l'UMP. Loi narcotrafic, ça va pas assez loin. L'immigration, aucune maîtrise de votre part. Et la lutte contre l'islamisme, là encore. Je trouve ce moment sur le narcotrafic particulièrement fort. La façon dont il dévoile la nouvelle organisation de l'État montre une vraie détermination. Ce pouvoir donné au préfet pour expulser les narcotrafiquants des logements sociaux, c'est une réponse à un problème concret que beaucoup de Français vivent au quotidien. On sent que c'est un sujet sur lequel il peut sortir des éléments tangibles, des résultats, contrairement à des débats plus idéologiques. Quand il parle de l'économie de la mort et de l'économie de la peur, on touche à une réalité crue qui affecte particulièrement les quartiers populaires. C'est peut-être là qu'on voit le mieux son style politique, pragmatique sur la sécurité, idéologique sur l'identité. Enchaînons. Cette société communautarisée, c'est-à-dire une société en pièces détachées, où on adjoindrait des communautés en fonction de leur profession, en fonction de leur couleur de peau. Ça, c'est le grand risque. Ça, c'est le grand risque anglo-saxon. Moi, je suis profondément français et je suis républicain. Le modèle républicain, c'est un modèle où il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Chacun a sa singularité, mais par-delà la singularité, dans l'espace public, dans l'ordre public républicain, on est tous égaux, mais on laisse de côté précisément ces particularités. C'est fascinant cette défense passionnée du modèle républicain contre ce qu'il appelle la société en pièces détachées. Il y a quelque chose de profondément ancré dans notre tradition politique dans ce refus des communautarismes, mais en même temps je me demande si cette vision d'une communauté nationale unique n'est pas parfois un peu idéalisée face aux réalités de discrimination que vivent certains Français. Quand il dit « je suis profondément français et je suis républicain », on sent une forme de fierté presque philosophique. C'est un débat qui traverse notre société depuis des décennies et qui reste toujours aussi brûlant. Regardons la suite. Il faudra y faire très attention, notamment dans les listes aux élections municipales. Et le rapport parle de menées subversives, anti-républicaines, avec une grande difficulté par rapport à d'autres groupuscules islamistes, c'est que les frères musulmans ont conçu d'ailleurs la matrice politique de cet islamisme précisément politique. Ils ont un discours à bas bruit et ils ont un discours en réalité où ils dissimulent beaucoup. Un discours très très lisse où ils vont vous dire voilà, c'est la liberté de porter le voile à l'école, de porter le voile, voilà, très bien dans l'espace public. Ils se nichent dans nos faiblesses, c'est ce que vous dites. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre qu'on ne sait déjà? La dangerosité. La dangerosité. Qui ne la réalise pas? Qui ne la réalise pas. Il y a une énorme naïveté. Très pas chez les Français. Je pense que beaucoup de Français ont du bon sens, mais je pense que dans la classe politique, je le vois bien, dans la classe médiatique. On sent que ce rapport va être explosif. Quand le journaliste lui demande s'il y a encore un domaine épargné par l'entrisme des frères musulmans, sa réponse, c'est partout un peu, est inquiétante. Je trouve intéressant qu'il parle d'une stratégie à bas bruit, c'est-à-dire pas forcément visible au premier regard. Ça pose une vraie question. Comment lutter contre quelque chose qui n'est pas toujours manifeste sans tomber dans la paranoïa ou la stigmatisation? C'est tout le défi de ce débat sur l'islamisme en France, trouver le juste équilibre entre vigilance et respect des libertés. C'est un sujet qui divise profondément. Passons au dernier extrait. Très franchement, dans la durée. Hein, donc... Deux questions pour terminer, très politiques. Monsieur Retailleau, la compétition entre vous et Laurent Wauquiez, c'est un peu comme un match de boxe en ce moment, où l'un des boxeurs tente de donner des coups et l'autre le regarde sans réagir. Vous estimez que vous n'avez même pas besoin de combattre pour la présidence LR? Si, moi je me suis engagé dans une compétition, mais j'ai promis à nos militants, à nos adhérents et même à nos sympathisants de ne jamais répondre. Donc j'entends ces attaques-là, elles sont quotidiennes, matin, midi et soir, mais je me suis promis de ne lâcher de mes lèvres aucune petite phrase, parce que ces déchirures ont beaucoup abîmé notre famille politique. Dans 15 jours, la compétition, elle sera terminée, donc ne commettons pas l'irréparable. Ça nous abîme nous-mêmes, ça nous rapetisse, je pense. Et c'est pas ce que veulent les Français, c'est pas ce que veulent non plus nos militants. Faut essayer de prendre un peu de hauteur. Lui aussi, pardonnez-moi, est adepte de boxe. Il est déjà candidat en vue de 2027. Vous voyez de qui je veux parler. Édouard Philippe, ses proches rêvent d'un ticket avec vous. La droite aurait alors trouvé son ticket gagnant. Édouard Philippe à l'Élysée, Bruno Retailleau à Matignon.
Il rejette le ticket avec Édouard Philippe et plaide pour un retour au clivage droite-gauche classique contre la tripartition actuelle. C'est révélateur de voir un homme politique critiquer le système qui pourrait le porter au pouvoir. Sa méfiance envers l'idée de l'homme providentiel et son appel à rebâtir un grand parti montrent une vision plus collective que personnelle du pouvoir. Je trouve sa phrase sur « arrêtez de radoter de vieilles idées » assez paradoxale venant d'un homme politique souvent perçu comme conservateur. Mais c'est peut-être le signe que même à droite, il y a une prise de conscience que les anciennes recettes ne suffisent plus face aux défis actuels. Ça montre que notre paysage politique est en pleine recomposition.